Rouge est un véritable joyau de biodiversité sous-marine. On y recense en effet près de 1250 espèces de poissons, dont 17% sont endémiques. La richesse corallienne est tout autant importante. On y observe pas moins de 400 variétés de coraux. La population locale en dépend directement, de par la pêche qu'elle y effectue, mais surtout par la plongée qu'elle propose à des plongeurs venant du monde entier en toute période de l'année. Si aujourd'hui la mer Rouge est sûrement un des lieux qui souffre le moins du changement climatique, elle reste cependant menacée, et ce principalement à cause des rejets toxiques relargués chaque jour. Les responsables politiques des pays bordant la mer Rouge doivent agir, afin que la mer Rouge reste ce qu'elle était avant notre arrivée sur cette planète bleue. Partons maintenant à sa découverte et admirons ces bandantias venant par bancs de plusieurs milliers d'individus s'abriter près du récif. Le corail est formé par une colonie de polypes. Ceux-ci sécrètent du calcaire tout au long de leur vie, formant un édifice rocheux important. Lorsqu'ils meurent, la roche reste intacte. Les polypes mesurent quelques millimètres de longueur et se nourrissent de minuscules proies connues sous le nom de zooplancton. Le corail tel que nous le voyons ici est du corail dur, du fait de son exosquelette de calcaire, dû aux polypes comme nous l'avons évoqué. Celui-ci vit d'ailleurs en symbiose avec une algue, la zooxanthelle, qui lui apporte l'oxygène et les nutriments nécessaires à sa croissance. En contrepartie, l'algue se sert du corail comme support et des déchets qu'émet le polype comme engrais. Ce type de formation s'oppose au corail mou, tel que nous le voyons ici. Celui-ci est moins abondant car dépourvu de zooxanthelle, l'algue symbiotique du polype. La nuit, les coraux deviennent fluorescents. Ce phénomène est dû à la production de luminescence par des pigments colorés. On voit ainsi des teintes rouges et vertes fluorescentes à la surface du corail. Nous n'observons pas cela chez tous les coraux, mais ceux chez qui nous l'observons sont des coraux produisant des protéines qui absorbent beaucoup d'énergie, ainsi que des couleurs dont les longueurs d'onde sont situées entre le bleu et le violet, d'où leur apparition quelques minutes après le coucher de soleil. Nous ne savons pas encore pourquoi ces protéines sont présentes, mais certains scientifiques s'accordent à dire que cela servirait à protéger les tissus coralliens des rayons de lumière dangereux tels que le bleu, le violet ou encore les ultraviolets. Les plongées de nuit sont le meilleur moyen pour observer le macroplancton s'agiter et briller de mille feux. Il serait légitime de se demander pourquoi le plancton brille de nuit. En fait, le principe est simple. La fluorescence est un mécanisme de défense du plancton qui, lorsqu'il perçoit un danger, s'illumine pour perturber la vue des prédateurs. D'autres formes de plancton utilisent le principe de bioluminescence, c'est-à-dire que de l'énergie chimique est transformée en énergie lumineuse. De nombreux habitants du récif vivent au plus proche de celui-ci. C'est le cas notamment de cette murène blanche, ou alors de cette murène géante passant la majorité de son temps diurne enfouie dans le corail. Il lui arrive cependant d'en sortir quand elle ressent une quelconque menace. La nuit, elle passe son temps en pleine eau, ou plutôt proche du sable, à la recherche de nourriture. Elle se sert alors principalement de son odorat très développé, pour compenser sa vision presque inexistante. Elle utilise sa puissante dentition et le venin contenu dans sa salive pour attraper des petits poissons, des crustacés ou des pieuvres affaiblies. Son rôle dans le récif est ainsi un rôle de régulation. La raie a un comportement similaire à la murène, tout comme nombreux autres poissons d'ailleurs. Le jour, elle n'est pas très active. Elle se repose sur le sable ou s'abrite sous des rochers. La nuit, son comportement change. Elle devient alors une véritable prédatrice de petits poissons et crustacés. D'une manière générale, les récifs sont au lieu de rencontres interespèces où le jour, la cohabitation se fait sans problème. En effet, des centaines d'espèces cohabitent parfaitement. Seuls les poissons territoriaux, tels que les murènes, les raies ou autres encore, peuvent se battre pour conserver leur territoire. De nuit,
Rares sont les poissons nageant en pleine eau. Ils sont plutôt enfouis dans le sable ou bien cachés au sein des coraux. Un des piliers indispensables du récif est le poisson perroquet que nous voyons ici, en pleine activité. Son activité principale se résume à broyer violemment du corail, dont il extrait des morceaux de nourriture et rejette l'excédent sous forme de sable. Il utilise pour cela ses puissantes mâchoires dotées de dents postérieures redoutables. Les chercheurs disent même qu'un seul poisson perroquet peut produire jusqu'à 100 kg de sable par an. En plus de cette fonction pour le récif, il joue un autre rôle tout aussi important. En effet, il broute les algues recouvrant le corail, qui peut de nouveau respirer après son passage. Si ce poisson venait à disparaître, le récif sera alors en danger. D'ailleurs, nous savons que le fait de restreindre la pêche de ce poisson sur les récifs coralliens contribuerait à améliorer nettement la santé des récifs. De nuit, il se cache au milieu des coraux pour se protéger des prédateurs. Une des conséquences de l'augmentation de l'acidité et de température des océans se ressent à la présence de plus en plus envahissante de cette rascasse volante. Elle colonise de plus en plus de milieux, décimant 80% des espèces locales. Les autorités tentent de limiter son expansion, mais cela n'est pas aisé. Elle se repose de jour au milieu de cavernes coralliennes. La nuit, la rascasse sort et chasse. D'autres prédateurs profitent de l'affaiblissement des coraux et des changements de paramètres environnementaux pour attaquer les coraux. C'est le cas de cette étoile de mer, l'Acanthaster, qui décime les coraux en les étouffant physiquement, ou encore des microbes opportunistes qui peuvent dévorer ces gorgones géantes. Les conséquences de la surpêche, de l'acidification des océans, ou encore de l'augmentation de température se traduisent le mieux avec la méduse, chez qui nous observons depuis déjà de nombreuses années une multiplication démesurée, un réel déséquilibre social. Nous devons protéger les océans, nous devons tous être persuadés que nous avons chacun un rôle à jouer. Un des moyens d'agir est le travail réalisé par l'ONG SCAVPRO, basé au Cap Ferret. Son action vise à revitaliser les milieux sous-marins. Elle réalise pour cela une mission aux Philippines depuis 2 ans, en implantant des récifs artificiels. Les résultats sont d'ailleurs très prometteurs. Depuis peu, une mission a été lancée au Sénégal. Celle-ci doit permettre de faire évoluer les pensées. Nous devons tous contribuer à la sauvegarde de la géante bleue. Elle attend à nous apprendre.